Bonjour à tous. Le grand dossier, c'est est-ce que la décentralisation, issue notamment de la loi du 2 mars 82 dont nous fêtons aujourd'hui le 38e anniversaire, est-ce que cette décentralisation n'est pas en pleine crise un peu précoce de la quarantaine? Le sentiment général est celui d'une permanence de la décentralisation. Et cette vision relève peut-être d'une erreur de perspective. Qu'étaient les lois de décentralisation de 82? On avait un trio, commune, département, région, avec quand même un primat sur le tandem commune-département. Et la spécificité de la France, issue de ces lois, était que non seulement on avait beaucoup de communes, comme très peu de pays en Europe, mais nous avions surtout des communes avec beaucoup de compétences, toutes petites avec beaucoup de compétences. Grande spécialité nationale. Qu'a-t-on aujourd'hui? On a eu une bascule en fait depuis 20 ans, vers un tandem qui se voulait se faire entre l'intercommunalité à fiscalité propre d'une part et la région. La loi du 16 décembre 2010, sous le président Sarkozy, ou les lois MAPAM et NOTRe sous la présidence de François Hollande, allaient de ce point de vue-là dans le même sens et dans le même sens que ce qui était fait depuis plus de 15 ans. Avec la loi engagement et proximité du 27 décembre dernier, les mots d'ordre ont plutôt été d'aller en sens inverse et de rétablir un peu le département et la commune, essentiellement pour répondre aux objurgations de certaines associations d'élus. À côté de ça, le modèle souvent vertueux des communes nouvelles n'est plus trop aidé financièrement et n'est pas trop promu par l'État étrangement. On sent un flottement. Il y a eu une tentative de bascule d'un modèle vers un autre, on revient un peu en arrière, il y a un flottement. En réalité, les cartes des régions qui ont été bâties en 2015 font débat aujourd'hui. Ceci dit, regardez, que nous disait la DATAR en 2012 quand on prend une carte de France où on fait les distances de la carte en fonction de la réalité des temps de distance et qu'on y intègre les fonctions de centralité, on voit qu'on a des déséquilibres et des capitales régionales qui rayonnent sur leur territoire et d'autres non. Aucun pays n'a une région capitale aussi complexe dans son architecture et qui pourtant en même temps fait 28% du PIB national. Les lois de 82 et 83-84 ont voulu bâtir une fonction publique plus intégrée, au minimum harmonisée. De ce point de vue-là, il y a continuation car FPE et FPT se rapprochent. Mais jusqu'où, que donnera le rapport Thiriez? À suivre. Les lois de 82 ont voulu aussi un tandem renouvelé entre élus, désormais plus autonomes, et l'État, avec une fonction d'aide et de contrôle. Depuis, l'État déconcentré n'a perdu ses moyens réels. Les préfectures et sous-préfectures se vident. On glisse maintenant vers des tentatives de rapport entre l'État et les collectivités qui sont plus sur du conventionnement. Comme cela est fait, en bien ou en mal, mais comme cela est fait depuis 2017-2018 en matière financière. Est-ce que ça va continuer? Il semblerait que oui. Hier, nous avions aussi un modèle très unitaire au niveau national. Depuis, il n'a cessé de se diversifier. Outre-mer, régime francilien, Corse, nouveauté alsacienne. Et demain, on nous annonce projet de loi 3D, les projets de loi qui ont été déposés de réforme institutionnelle, plus d'expérimentation, plus de différenciation territoriale, ce qui pourrait changer vers un vrai changement de paradigme. Là aussi, on a un sentiment de continuité de la décentralisation. En fait, c'est une révolution. Et puis nous avions surtout le principe de bloc de granit de compétences. Les compétences sont données aux uns ou aux autres, sans tutelle entre collectivités, article 112 de la Constitution. Et puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des chefs de file à donner à la région, des SRADET et des CER2I qui encadrent les actions des acteurs de terrain du bloc local, et des compétences qui sont enchevêtrées. Alors justement, posons 3 questions à monsieur Denis Pouillard, directeur de l'Observatoire de la vie politique. Tout d'abord, cher monsieur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et première question très courte, la loi de 1982 a-t-elle bâti un édifice toujours d'actualité ou vermoulu? C'est une loi qui date de 1982, elle est toujours d'actualité. Le seuil de 3500 habitants notamment a perduré jusqu'en 2014. Et donc, aujourd'hui, le seuil est descendu à 1000 habitants, mais le principe du scrutin proportionnel et à majorité de gestion a réussi. C'est une bonne loi qui a été conçue à l'époque et qui fait partie de notre arsenal, j'allais dire, électoral, et donc qui cumule à la fois le système proportionnel et le système majoritaire. Maintenant, en tant qu'analyste politique, selon vous, comment le monde local a-t-il évolué? Alors, je vais vous dire, l'histoire n'est pas terminée, ou peut-être une autre histoire commence. Nous allons avoir affaire en 2020
par rapport même à 2014 à un autre personnel politique. Un personnel politique qui est coupé du monde national, du monde parlementaire et donc de la politique nationale. Je crois d'ailleurs, à partir de ce moment-là, qu'il y aura un renforcement, une croyance, en quelque sorte, à l'efficacité locale et une déconnexion, en quelque sorte, avec les préoccupations partisanes, notamment du Parlement. Et comment voyez-vous, en quelques mots, l'évolution, justement, globale du monde local? Alors, naturellement, on ne peut pas faire abstraction de ce qu'on appelle le bloc communal, ça va de soi. Mais je crois profondément à l'intercommunalité. Nous allons avoir des débats très forts, je pense, dans les prochaines années, pas nécessairement au cours de ce quinquennat, mais à un moment donné, il faudra reposer la question de ce qu'on appelle le millefeuille. Il faut savoir qu'est-ce qui est pertinent dans les territoires. Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Je pense que c'est à l'intercommunalité. Et peut-être qu'il faudra revoir d'ailleurs le collège électoral sénatorial, qui repose à l'heure actuelle sur 34 800 communes, et peut-être le faire reposer davantage sur ceux qui disposent de compétences et qui ont une vue plus régionaliste de ce côté-là. Et ces gens-là se trouvent notamment dans les intercommunalités. Et ces intercommunalités, c'est pas uniquement un conflit urbain contre ruralité. Quand on reprend la carte des intercommunalités, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle les territoires pertinents, territoires environnement, et ça c'est un point important. Aujourd'hui, de Nantes en passant par Tours, Angers, on rejoint Brest dans un grand arc de cercle, et de Grenoble on va jusqu'à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Denis, à bientôt, au revoir. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.